les autres continueront. Donc, au risque de me répéter, n'oubliez pas le pré-test, mais je vais tout de suite laisser la parole au docteur Dervaux qui a bien voulu et a accepté gentiment de faire cette présentation et nous donner un peu toutes les nouveautés et la bonne prise en charge pour la bronchiolite. Donc, je lui laisse la parole et lui laisse le soin de se présenter. Bonjour à tous, je suis le docteur Dervaux, Morgane, je travaille en Martinique depuis le mois de janvier, je suis pneumopédiatre, avant de venir travailler ici, j'ai fait un assistanat de pneumopédiatrie à Marseille au CHU de la Timone et depuis le mois de janvier je travaille à la MFME, voilà, où je fais surtout de la pneumopédiatrie. Donc je lance... Ça, je ferme, oui. Ok. Alors, je vais vous parler un peu de la bronchiolite. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure et à m'interrompre si... Pardon ? On peut l'écrire sur le chat. Et voilà, je le vois après, je ne peux pas le voir au fur et à mesure, c'est ça? D'accord. Ok. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure ou à la fin. Voilà, on peut discuter, hein, c'est le but. Donc, la bronchiolite, les recommandations HAS de 2019 maintenant définissent comme une bronchiolite un premier épisode aigu de gêne respiratoire. Où on a une rhinite qui ensuite, 48 heures après, se suit de signes respiratoires de type toux, sibilant, éventuellement crépitant, qui sont accompagnés en général d'une polypnée et de signes de lutte, chez un nourrisson de moins de 12 mois et plus de moins de 2 ans, comme c'était défini auparavant. Et cette définition, elle est valable à toute période de l'année, même si on a des épidémies de bronchiolite. On peut définir comme bronchiolite un épisode qui correspond à ça et qui surviendrait totalement en dehors de l'épidémie. Je vous ai mis ça, c'est un petit schéma qui a été fait par la HAS dans les recommandations pour différencier un peu la bronchiolite et l'asthme du nourrisson, hein, parce qu'il y a un continuum quand même entre les deux. Un premier épisode chez un enfant de moins de 12 mois sera toujours défini comme une bronchiolite. Et maintenant, ce qui a changé un petit peu dans la définition, c'est que dès le deuxième épisode, pour certains enfants, on peut parler d'asthme du nourrisson, notamment chez ceux qui ont des prédispositions particulières à l'asthme ou des antécédents éventuellement de prématurité, de dysplasie ou des tableaux un peu particuliers. À partir du troisième épisode, comme avant, on va parler d'asthme du nourrisson avec des petites subtilités de traitement qui changent. Et au-delà de 12 mois, ces épisodes sifflants, maintenant, seront toujours étiquetés asthme du nourrisson. Et donc, on ne parle plus de bronchiolite chez les enfants qui ont entre 1 an et 2 ans. Donc, je vous rappelle que la bronchiolite, c'est une infection qui est virale et uniquement virale. Il n'y a pas de bronchiolite bactérienne, ça n'existe pas. Le VRS est responsable dans la majorité des cas, mais pas seulement. Et il ne faut pas l'oublier, il y a plein d'autres virus qui peuvent donner la bronchiolite et qui ont la bronchiolite typique est décrite sur le VRS. Et donc, les autres virus peuvent avoir des présentations qui sont un tout petit peu différentes, notamment avec certains virus qui sont extrêmement pro-sécrétants et avec des tableaux qui vont être un peu moins spastiques et beaucoup plus d'encombrement. Mais la bronchiolite typique, c'est celle du VRS qui induit à la fois un spasme bronchique et une hypersécrétion. C'est très fréquent, c'est des épidémies hivernales. Alors ici, dans les Antilles, l'épidémie, elle commence dès le mois d'octobre. Hein. Là, on est déjà en plein dedans, nous, à la MFME, on a énormément de cas déjà. Ici, en général, ça termine plutôt vers janvier. C'est décalé en métropole où ça commence un peu plus tard, novembre, décembre, et puis ça finit, le pic est en décembre, et puis ça finit un peu plus tard au début du printemps. Mais maintenant, on a des VRS toute l'année qui circulent. Et donc, on peut avoir en plein été des enfants qui ont des vraies bronchiolites à VRS. La circulation est un peu moins épidémique l'été, mais on a l'impression quand même qu'il y a de moins en moins de saisonnalité. L'incubation, elle est d'environ 5 jours. Et donc, ce que je vous disais avant, c'est des bébés de moins d'1 an qui vont avoir initialement des tableaux de rhinopharyngite qui sont peu ou pas fébriles. Mais attention, le fait d'avoir beaucoup de fièvre n'est pas un critère d'exclusion du diagnostic. Hein.
Et 2 jours ou 3 jours après, de la toux, une dyspnée qui est vraiment obstructive, hein, une dyspnée qui est expiratoire. Les signes sont expiratoires, avec des signes de lutte, un wheezing, des sibilants, des crépitants. Et ça, c'est la phase d'état de la bronchiolite. Donc 2 mots de physiopathe, hein, c'est bronchiolite parce que ça touche les bronchioles, hein, c'est les petites bronches très terminales. Le mécanisme, et c'est important de l'avoir compris pour comprendre en fait après les traitements, pourquoi tel traitement et pas d'autres. C'est de l'inflammation qui va induire une nécrose de l'épithélium avec des cils qui vont moins drainer les sécrétions et donc des sécrétions qui vont s'accumuler dans les bronches. Ces bronches, elles sont inflammées et donc elles ne réagissent pas de façon normale, elles ont tendance à se spasmer. Et il y a un œdème péribronchiolaire qui intervient. La bronchoconstriction n'est pas finalement le mécanisme majoritaire des symptômes de la bronchiolite. Hein, ça va être essentiellement l'œdème et l'inondation des bronches par trop de sécrétions, des débris cellulaires qui s'accumulent, qui vont faire les symptômes. La transmission, elle est directe par gouttelettes d'enfant à enfant par les sécrétions, mais le plus souvent, elle est indirecte, en fait, manuportée par les personnes qui s'occupent des enfants et qui transmettent en fait d'enfant à enfant le virus. C'est comme ça qu'on a des épidémies en crèche ou dans les fratries. Voilà, c'est en général manuporté par les jouets qu'on met à la bouche qui sont passés. Voilà. Les signes de lutte respiratoire, donc ça témoigne de la mise en jeu de muscles respiratoires accessoires hein, qu'on n'est pas censé utiliser. Vous savez que normalement, quand on respire, le seul muscle qui est mis en jeu dans la respiration, c'est le diaphragme. Et il y a plein d'autres muscles qui servent à pallier à des détresses respiratoires quand le diaphragme n'arrive plus à faire le travail tout seul. Et donc ça, c'est les signes de lutte que vous connaissez, le tirage, le balancement thoraco-abdominal, le battement des ailes du nez, l'entonnoir xiphoïdien, le gênement. Ces signes de lutte, ils peuvent se coter. Le score de Silverman que vous connaissez, qui se code de 0 à 10 pour ces 5 signes de lutte, et qui permet, quand vous adressez par exemple un patient, d'avoir quelque chose d'une évaluation qui est reproductible et qui, quand vous parlez d'un Silverman à 8 par exemple, eh ben, on sait qu'au moment où l'enfant a été évalué, la détresse respiratoire, elle était majeure. Il faut évaluer l'état général de ces enfants, leur comportement, leur tonus, prendre la fréquence cardiaque, puisque ça va faire partie des critères de gravité qui vont définir une hospitalisation éventuelle. La fréquence respiratoire, attention, toujours prendre la fréquence respiratoire sur 1 minute sur des enfants qui ont moins de 12 mois parce que ils ont des respirations qui sont très irrégulières et donc si on la prend seulement sur quelques secondes et qu'on fait des multiplications, bah, finalement on peut avoir des fréquences respiratoires qui sont très erronées. La gravité dépend de l'âge. Hein. Vous savez que la fréquence respiratoire, elle ne s'interprète pas de la même façon selon l'âge de l'enfant. Je vous ai remis un peu les seuils après. Si l'enfant a une fréquence respiratoire supérieure à 60, quel que soit son âge, c'est toujours de toute façon un signe de gravité important. Si possible, prendre la saturation. Alors au cabinet, ce n'est pas toujours possible et pas tout le monde a de quoi le faire. Si la saturation elle est inférieure à 92%, c'est toujours un signe de gravité. Et il faut évaluer les prises alimentaires de ces enfants, puisque ça va faire partie des critères d'hospitalisation et de prise en charge un peu différentes si les enfants n'arrivent plus à manger au moins 50% de leur ration habituelle. La gravité, elle se code de légère, modérée ou grave. Attention, cette évaluation, il faut qu'elle soit faite après libération des voies aériennes supérieures. Et c'est très important, il faut évaluer les enfants après les avoir franchement mouchés et avoir bien montré aux parents comment il fallait le faire et faire un avant-après. Donc la fréquence respiratoire, les seuils OMS de tachypnée, c'est cela, hein, en dessous de 2 mois supérieur à 60, de 2 à 12 mois supérieur à 50, au-delà de 12 mois 40. Donc ça, c'est le tableau de l'HAS pour coter la gravité de la bronchiolite en légère, modérée ou grave. Si vous avez un seul des critères de bronchiolite grave, ce sera une bronchiolite grave. Donc un état général altéré, une fréquence respiratoire qui est supérieure à 70 ou inférieure à 30. Hein, la bradypnée, c'est un critère de gravité puisque c'est vraiment les capacités d'adaptation de l'enfant sont complètement dépassées. La présence d'apnée, c'est un critère de gravité.
Les signes de lutte, s'ils sont très intenses, la saturation inférieure à 90% et puis une réduction très importante des apports alimentaires ou un refus alimentaire. Et si on est dans le cas d'une bronchiolite modérée, je vais vous expliquer après en fonction de quoi on décide de l'hospitalisation ou pas de l'enfant. Donc ces critères-là, c'est ceux-là, c'est ce qu'on appelle les critères de vigilance accrue. Soit des critères de vulnérabilité parce qu'on va considérer que l'enfant est particulièrement fragile et à risque de s'aggraver un peu plus qu'un autre. Donc la prématurité, quel que soit finalement le terme de naissance, d'autant plus que ce terme est précoce. L'âge inférieur à 2 mois en prenant compte du coup de l'âge corrigé pour les prématurés. Pourquoi l'âge inférieur à 2 mois? C'est parce que l'immaturité cérébrale, c'est un risque en fait d'apnée centrale et surtout sur le VRS qui est un virus qui est très pourvoyeur d'apnée centrale. Les comorbidités qui sont des facteurs de fragilité, donc la dysplasie bronchopulmonaire, les enfants qui ont eu des ventilations prolongées, les cardiopathes, les enfants qui ont des déficits immunitaires, toute pathologie qui induit un risque de toux inefficace, les enfants qui ont des maladies neuromusculaires, qui ne peuvent pas tousser correctement et donc qui ne vont pas pouvoir drainer leur sécrétion respiratoire. Tous ceux qui ont des indications de synagis, je vous en reparlerai. Et puis, selon les études, sont considérés comme un peu plus à risque et devant être un peu plus surveillés. Les enfants qui ont des RGO très importants, des RGO pathologiques, pas le RGO physio de l'enfant qui grossit bien, qui va bien, mais des RGO pathologiques traités. Et les enfants qui ont des gros terrains d'atopie, puisqu'ils sont considérés comme étant plus à risque de spasmes bronchiques importants. Le contexte socio-économique défavorable, ça va faire partie de ces critères de vigilance accrue qui vont pouvoir pousser à adresser l'enfant dans un service d'urgence, même si finalement l'évaluation de la bronchiolite montre que c'est une bronchiolite modérée et qu'il pourrait être pris en charge en ambulatoire. On peut adresser un enfant en hospitalisation uniquement parce que le contexte socio-économique est trop défavorable, que la surveillance ne va pas être assez pertinente et faite correctement et qu'il y a un risque d'aggravation de cet enfant qui passerait inaperçu. Il faut évaluer l'environnement. Alors le tabagisme passif, c'est un risque d'hyperréactivité bronchique et donc d'évolution potentiellement plus sévère, mais attention, c'est pas un critère d'hospitalisation en soi, on le prend en compte associé au reste. Et puis les enfants qui sont en collectivité seront plus à risque forcément d'attraper des virus et d'être malades. Donc l'hospitalisation, finalement, ça ne va pas concerner la majorité des enfants, c'est une petite minorité finalement par épidémie. Donc on peut hospitaliser les formes modérées si y a un besoin d'oxygène, d'un support nutritionnel. Les petits, tout petits, on les hospitalise toujours, les moins de 2 mois. Même sur les formes plutôt légères, on hospitalise parfois même les petits de moins d'1 mois quand ils ont juste des rhinites en fait. Parce que la respiration étant quasi essentiellement nasale à cet âge-là, ils ont facilement en fait des hypoxémies sur des encombrements qui sont minimes en fait. Le contexte social et donc en fonction de la vulnérabilité de l'environnement, on peut décider d'hospitaliser ces enfants en dépit de formes qui sont plutôt modérées. Les formes graves sont toujours hospitalisées et attention, si vous voyez au cabinet des enfants qui ont des formes graves qui correspondent à la définition d'une forme grave de bronchiolite, le transport vers l'hôpital doit être médicalisé puisqu'il y a un risque d'apnée et de décompensation sévère rapide. Le secteur d'hospitalisation, il sera conventionnel si on fait de l'oxygénothérapie aux lunettes simples. Alors éventuellement même, certains services peuvent faire des lunettes haut débit. Alors pas ici en Martinique, mais il y a des services d'hospitalisation conventionnels qui font des lunettes haut débit sur les bronchiolites. Si le risque d'aggravation est évalué comme étant modéré, qu'il n'y a pas d'épuisement respiratoire, une gazométrie qui est rassurante, pas de troubles hémodynamiques et surtout pas d'apnée constatée. Dans tous les autres cas, les enfants sont en soins continus, mais finalement, ça ne représente vraiment pas la majorité. C'est une toute petite minorité d'enfants qui ont relevé des soins continus. Les examens complémentaires, donc c'était une des questions du topo. Le diagnostic étiologique en ville, il n'est pas du tout indispensable, il n'est pas nécessaire. La recherche virale, nous, on la fait toujours en milieu hospitalier parce que
On a aussi, on nous demande aussi de faire un peu d'épidémiologie et que, en fonction de ce qu'on trouve, ça peut changer un peu les prises en charge. Mais en ville, il n'y a pas du tout besoin de faire de recherche virale pour savoir quel est le virus responsable des symptômes. Il faut limiter les examens de ces enfants. La biologie sanguine, elle n'est quasiment jamais nécessaire, hein, même en hospitalisation. Et les radios de thorax doivent être réservées aux formes particulièrement graves qu'on hospitalise ou s'il y a le moindre doute sur un diagnostic différentiel ou une complication dont on va parler. Et donc les bronchiolites légères ou modérées n'ont pas de radio de thorax, n'ont pas de bilan sanguin et n'en ont pas besoin. Ça ne change pas la prise en charge, quel que soit ce qui est constaté sur la radio en fait. Les gazométries, on les fait dans les formes graves quand les enfants sont extrêmement dyspnéiques et qu'on veut savoir s'il n'y a pas une hypercapnie, quelque chose qui nécessiterait un soutien respiratoire plus soutenu que juste des lunettes à oxygène simples. Donc l'évolution naturelle de ces pathologies, c'est une aggravation qui se passe en général les 48-72 premières heures. Parfois beaucoup moins, et puis parfois pendant un peu plus longtemps, mais globalement c'est à peu près les 2 premiers jours d'aggravation. Et puis une phase de plateau qui est plus ou moins longue selon les enfants, les terrains et les virus, où finalement pendant quelques jours les enfants ne vont pas plus mal, mais ils vont pas beaucoup mieux. Et ensuite on a une résolution progressive. La durée moyenne c'est de 10 jours, donc ça veut dire c'est vraiment une durée moyenne. Ça veut dire qu'il y a des bronchiolites qui vont durer beaucoup moins longtemps ou en 4-5 jours les enfants sont guéris, mais à l'inverse, on a des bronchiolites qui durent beaucoup plus longtemps avec des enfants qui sont malades pendant 15 jours facilement. Ça ne rend pas la pathologie plus grave et ça ne doit pas faire rechercher autre chose. Donc en hospitalisation, bien sûr, les enfants sortent d'hospitalisation avant d'être guéris, hein, ils sortent d'hospitalisation quand ils n'ont plus de critères de surveillance hospitalière. Les complications possibles de la bronchiolite. La complication classique, c'est la télectasie. La télectasie, c'est une zone en fait de l'arbre respiratoire qui va se boucher à cause des sécrétions, qui n'est plus du tout ventilée. Et ça, c'est la complication qui est classique, mais qui est rare et qui représente assez peu de cas finalement. Et puis la surinfection, qui est vraiment très très rare finalement. On en a très peu des surinfections, des pneumonies sur bronchiolite. Ça représente vraiment une toute petite minorité de cas. Et puis, on peut considérer ça comme une complication, mais il y a des formes extrêmement graves de bronchiolite. On a des enfants qui font des insuffisances respiratoires majeures, des troubles hémodynamiques, des enfants qui sont en ECMO, des circulations extracorporelles sur des tableaux de bronchiolite, sur des terrains de particulière fragilité. Donc ça reste une pathologie qui peut être particulièrement grave et parfois mortelle dans certains cas, heureusement extrêmement rare. Donc 6 répétitions rapprochées ou à partir du 3e épisode, on ne va plus parler de bronchiolite, on va parler d'asthme du nourrisson. Et là, on considère que peut-être la tendance de l'enfant à faire des bronchospasmes et de la bronchoconstriction est peut-être importante. C'est pour ça qu'on va utiliser des traitements un petit peu différents. Donc le traitement de la bronchiolite, il est vraiment symptomatique. Le traitement essentiel, c'est la désobstruction rhinopharyngée. C'est de libérer les voies aériennes supérieures. Parce que donc l'enfant sécrète énormément, les sécrétions elles sont basses, elles sont dans les petites bronches, on a dit, mais il y a aussi plein de sécrétions dans les voies ORL qui vont engendrer une majorité des symptômes. Donc il faut libérer les voies respiratoires supérieures de ces enfants, il faut les moucher en fait, et il faut montrer aux parents comment les moucher parce que c'est très important qu'ils aient très bien compris. On a quand même souvent l'impression que les bronchiolites qui s'aggravent sont souvent celles où la désobstruction elle était soit pas faite, soit pas bien faite ou pas assez souvent parce que les parents n'ont pas compris exactement en quoi ça consistait. Les à côté essentiels, c'est veiller à l'hydratation de l'enfant, la nutrition. Et ça se fait par le fractionnement des prises alimentaires. Il faut vous imaginer qu'un tout petit bébé, s'il a des sécrétions partout dans les voies respiratoires, dans le nez, dans l'arrière-gorge, prendre des gros biberons, des gros volumes, ça va être fatigant, ça va être pénible. Donc il faut fractionner les biberons, faire des plus petites prises plus souvent et à chaque fois dire aux parents, avant de donner le biberon, de bien nettoyer le nez de leur enfant pour qu'il n'y ait plus ces sécrétions gênantes en arrière-gorge, dans le nez, qui l'empêchent de téter. L'alimentation entérale, ça arrive quand même assez souvent en hospitalisation, puisque si on hospitalise les enfants, c'est qu'ils ont des critères un petit peu plus sévères, et donc c'est assez fréquent que ces enfants, on soit obligé de les nourrir sur sonde pendant quelques temps.
Attention à ne pas interrompre l'allaitement pour ces bébés, hein, c'est vraiment important, surtout qu'ils sont souvent très petits et que interrompre l'allaitement, ne serait-ce qu'une semaine ou deux chez ces enfants, bah, ça peut finalement l'interrompre pour toujours. Donc attention à veiller à le maintenir. On évite au maximum à l'hôpital la perfusion parce que ces perfusions chez ces tout petits, elles diffusent, c'est pourvoyeur de complications et c'est pas du tout physiologique. Hein, donc ils sont le plus souvent alimentés en entéral et pas en parentéral. En hospitalisation, on les met en proclive à 30 degrés parce qu'on a des matelas qui nous permettent de le faire. On a des harnais de proclive qui nous permettent d'attacher les enfants dans leur lit et d'être sûr qu'ils ne bougent pas et qu'ils sont en sécurité. C'est pas du tout recommandé à domicile. Hein. L'HAS a complètement retiré ça des recommandations. Le couchage à domicile, c'est sur le dos à plat. Et pas du tout de redresser le matelas avec des livres sous le matelas, comme on pouvait dire avant, voilà, parce que c'est finalement à risque, d'autant plus que l'enfant est petit, qui se retrouve dans une mauvaise position de couchage et qu'on se retrouve sur d'autres problématiques comme la mort subite du nourrisson, des choses comme ça, d'enfants qui n'arrivent pas à respirer correctement parce qu'ils sont mal positionnés en fait. L'oxygène selon saturation, le support respiratoire varie selon l'évaluation et puis la surveillance, elle est vraiment primordiale de ces enfants, surtout voilà, les 2-3 premiers jours puisque c'est là qu'ils s'aggravent. Donc il faut réévaluer ces enfants au moindre doute quand vous avez l'impression que la surveillance à domicile va pas être très bien ou que vous trouvez que cet enfant il est quand même à risque de s'aggraver plus qu'un autre. Il ne faut pas hésiter à les revoir le lendemain ou le surlendemain pour rediscuter de l'adresser éventuellement aux urgences. Il y a une fiche conseil aux parents qui est faite par l'HAS que vous avez dans les pochettes là, qui sont devant, qui est très très bien faite, je trouve, qui montre, en fait, qui explique un peu aux parents le mouchage, comment on fait. C'est très clair, c'est illustré, c'est pas mal. Et puis, moi, je leur montre aussi facilement des petites vidéos parce que c'est assez parlant. Ils peuvent les re-regarder après à la maison. Donc voilà, il faut montrer sur le bébé et puis il faut donner aux parents des supports auxquels ils peuvent se référer s'ils sont pas sûrs, qu'ils savent plus faire. Voilà, ça paraît dérisoire de faire des obstructions rhinopharyngées quand on sait le faire. Mais en fait, ça angoisse beaucoup de parents et quand on n'est pas médecin, et ben c'est un geste qui reste quand même stressant et difficile à faire. Donc il faut rassurer les parents, leur montrer, les rassurer sur leurs compétences et pas hésiter à les renvoyer à des choses fiables. Alors le mouche bébé, moi je le recommande pas spécialement parce que c'est une contrainte supplémentaire en fait, je trouve, de devoir ensuite réaspirer au mouche bébé le sérum qui a été instillé, voilà. Et finalement on se rend compte qu'une DRP bien faite au sérum, soit directement à la pipette, soit à la seringue, bah, finalement c'est tout aussi efficace que le mouche bébé qui vient réabsorber. Alors il reste effectivement un peu de sérum souvent à la gorge que le bébé déglutit, qu'il avale. Bon, les selles sont un peu glaireuses pendant quelques jours, puis bon, finalement, je trouve que c'est aussi simple et ça fait un peu de matériel en moins et voilà, des choses simplifiées. Mais en tout cas, le mouche bébé n'est pas contre-indiqué. On peut proposer le mouche bébé aux parents si ça leur plaît. Les autres traitements, alors la kiné-respi, attention, donc déjà les techniques de vibration de clapping qui étaient utilisées avant, maintenant elles sont vraiment formellement contre-indiquées. C'est des techniques qui sont potentiellement dangereuses, donc on fait plus. De toute façon, les kinés ne l'apprennent plus, hein, c'est même plus enseigné le clapping. La seule technique de kiné qui est éventuellement discutable, c'est l'augmentation du flux expiratoire. C'est ce qu'on fait nous en hospitalisation quand on a besoin de kiné-respi pour ces enfants. En tout cas, elle n'est pas recommandée en ambulatoire. Il y a des études qui sont plutôt contradictoires hein, sur l'intérêt de l'augmentation du flux expiratoire en kiné-respi. Il y a d'autres études qui sont nécessaires. On préconise de plutôt pas le prescrire. Après, j'en discutais avec certains d'entre vous, c'est vrai que nous, ça nous arrive à l'hôpital de prescrire de la kiné respiratoire à certains enfants, pas tellement parce qu'on veut faire du drainage bronchique, mais parce que ça permet d'avoir un professionnel de santé qui a un œil sur l'enfant sur quelques séances pendant une petite semaine, voilà. Donc, c'est discutable. En tout cas, ça n'a pas l'air de montrer d'intérêt à long terme hein, sur l'évolution. Les bronchiolites, elles ne guérissent pas plus rapidement quand on fait de la kiné-respi.
et l'encombrement revient extrêmement vite. Finalement, le drainage va être efficace pendant 1 heure ou 2, et puis l'enfant, après, il se réencombre, et donc c'est comme si on n'avait rien fait. Les antitussifs ou les fluidifiants, attention, la majorité sont contre-indiqués en pédiatrie, souvent quand même prescrits, mais quand même contre-indiqués. La toux, c'est vraiment un mécanisme de défense qu'il faut respecter. Si on empêche un enfant de tousser, toutes ces sécrétions qui sont dans ces toutes petites bronches, elles ne vont plus se drainer. C'est le seul moyen qu'il a de les sortir, c'est de tousser finalement. Et donc, si on donne des antitussifs, on traite un symptôme et on risque finalement d'induire des complications. Il faut que l'enfant se draine, il faut que ces sécrétions, elles sortent. Donc, il faut que l'enfant tousse. Et il faut justement plutôt provoquer la toux que chercher à s'en débarrasser. Les fluidifiants, soit sont inefficaces, soit pour ceux qui ont une efficacité et une absorption, ils sont de toute façon presque tous contre-indiqués chez les enfants. C'est des médicaments qui sont dangereux puisqu'ils fluidifient effectivement les sécrétions respiratoires et le risque, c'est la surinfection de ces sécrétions qui vont stagner et qui vont plus pouvoir sortir. Attention à ne surtout jamais prescrire d'antitussifs et de fluidifiants en même temps. Ça, c'est la prescription la plus aberrante qu'on peut faire. Les antibiotiques qui sont réservés aux surinfections, et je vous en ai parlé, c'est vraiment finalement extrêmement rare qu'une bronchiolite se surinfecte. La surinfection classique décrite dans la littérature, c'est la pneumonie. Mais en fait, on a très peu de bronchiolites qui surinfectent en pneumonie. Et c'est en général plutôt une séquence de bronchiolite sévère, un enfant qui va faire une atélectasie avec une partie entière des bronches qui ne se drainent plus à cause de l'atélectasie du bouchon. Et dans un second temps, il y a une surinfection, une pneumonie. Mais on ne voit pas vraiment de pneumonie chez les bronchiolites classiques, voilà. Même quand ils sont très fébriles, le fait d'avoir 40 de fièvre sur une bronchiolite, ce n'est pas un signe de surinfection. Attention par contre à la fièvre qui apparaît dans un deuxième temps. L'enfant a fait ses 48-72 heures d'aggravation, il est dans sa phase de plateau, il va bien, il a plus de fièvre depuis quelques jours, il se remet à avoir de la fièvre. Bon, bah là, il faut se poser des questions et se demander ce qui se passe. Il arrive aussi parfois que les enfants attrapent un autre virus. Coup sur coup. Les corticoïdes, non, il n'y a aucune étude qui a montré une efficacité quelconque des corticoïdes. L'inflammation, elle est présente, mais elle est pas majoritaire dans le mécanisme. C'est la nécrose de l'épithélium surtout qui va faire les symptômes. Et donc, il n'y a pas vraiment il n'y a aucune étude qui a montré un bénéfice des corticoïdes systémiques ou inhalés chez ces enfants. Les bronchodilatateurs, donc je vous renvoie à la physiopathe, il n'y a pas d'efficacité finalement puisque le spasme bronchique va représenter une minorité de la physiopathologie de cette maladie. C'est surtout l'excès de sécrétion qui va causer les symptômes. Et donc il y a un bronchospasme effectivement dans la bronchiolite. Mais c'est pas ça qui va le plus gêner l'enfant, puisqu'on est sur des bronches qui sont extrêmement distales. On n'est pas sur des bronches proximales d'asthmatiques qui se spasment et qui induisent ces signes respiratoires. On est sur des bronches qui sont extrêmement distales. Et donc finalement, aller donner un bronchodilatateur et réouvrir un peu le muscle bronchique, ça ne va pas changer grand-chose aux symptômes pour l'immense majorité des enfants. Les seuls pour lesquels ça a un intérêt, c'est ceux qui ont en fait un tableau plutôt d'asthme du nourrisson avec des vraies bronchoconstrictions. La clinique, c'est subtil chez ceux qui sont tout petits et donc on en parle vraiment chez ceux qui font des épisodes à répétition. On peut faire des tests à la ventoline, c'est ce qu'on fait nous parfois en hospitalisation quand on n'est pas trop sûr. On fait des tests à la ventoline où on donne des grosses quantités de ventoline en une prise et on évalue l'enfant avant, après. S'il n'y a pas une amélioration extrêmement nette, on considère que la ventoline n'a aucun intérêt. Attention, la ventoline chez les tout petits, c'est à risque de décompensation cardiaque. Donc ne pas donner de ventoline chez des enfants qui ont, alors la HAS dit moins de 2 mois, moi je dirais même moins de 3-4 mois, c'est dangereux. Les aérosols de sérum salé hypertonique, c'est des choses qui se faisaient avant, qu'on recommande plus du tout maintenant. En fait, le sérum salé hypertonique, donc c'est du sel dans de l'eau qu'on va faire inhaler. Ça va faire un appel d'eau en fait dans les bronches, puisque c'est hypertonique, donc ça appelle vraiment le liquide à l'intérieur des bronches. Ça va inonder les bronches
L'enfant va tousser énormément, cracher effectivement une grande partie des sécrétions, à condition bien sûr qu'il ait une toux efficace et qu'il n'ait aucun problème là-dessous. Mais le problème du sérum salé hypertonique, c'est que c'est extrêmement irritant sur les voies respiratoires et que ça entretient l'inflammation, ça peut induire et entretenir l'inflammation. Et donc finalement, on a des enfants qui, sur le premier aérosol, vont s'améliorer de façon très transitoire, l'encombrement revient très très vite, et puis en fait, à force de répéter les aérosols, ils vont de plus en plus mal. Et donc il faut vraiment pas le faire, parce qu'on peut avoir des tableaux qui sont très sévères sur des nébulisations de sérum salé hypertonique. Et les autres traitements type antileucotriène, adrénaline, azithromycine, c'est des traitements qui ont été essayés dans certaines études, qui ne sont pas du tout recommandés, qui n'ont aucun intérêt sur l'évolution de la pathologie. Je vous invite, quand vous voyez ces patients, et c'est ce qu'on fait nous vraiment en hospitalisation, à faire de la prévention et à reparler de tout ce qui est à côté de la prise en charge de ces bébés. Donc parler du couchage, parce que les morts subites du nourrisson sont souvent associées à des tableaux de virose respiratoire, où ces enfants-là avaient des rhumes, étaient un peu malades, et puis finalement le couchage n'était pas adapté, et donc c'est ce qui a provoqué le décès. Donc attention à en reparler, à voir l'environnement, tous les à côté, le tabagisme, voilà, c'est le moment de parler un peu de tout ça. Comment les repas sont préparés, l'hygiène de vie de l'enfant, donc faire l'éducation à la DRP, on en a parlé, puis parler d'hygiène un peu des mains, des choses comme ça. Dans les fiches de la HAS, il y a des petites recommandations de surveillance de l'enfant qui sont faites aussi à destination des parents, avec quand est-ce qu'on doit consulter, quand est-ce qu'on doit appeler le 15, voilà. Bon, et ça paraît évident pour la majorité des parents, que si l'enfant est bleu, ils vont appeler les pompiers. Mais il y a d'autres petites choses qui peuvent les alerter. L'enfant est fatigué, il dort beaucoup, il a une respiration très lente. Voilà, ça c'est des petites choses qui alertent. Et puis sur l'alimentation, pour la surveillance des prises alimentaires de leur bébé. Le Synagis, donc les anticorps monoclonaux anti-VRS, qu'on appelle des fois un peu par excès vaccin anti-VRS. Je vous en parle très rapidement. C'est de la prophylaxie, c'est des traitements qui sont préventifs, ça ne marche que sur le VRS, ça n'est pas du tout efficace sur les autres virus, mais la majorité des bronchiolites sont à VRS et particulièrement les plus sévères en fait. Il y a une diminution des hospitalisations démontrée, ça diminue d'environ de moitié les hospitalisations chez les enfants chez qui c'est indiqué. Donc on le fait très volontiers parce que ça marche, alors c'est très cher mais ça marche. Les indications, c'est les grands prématurés qui sont dysplasiques. Donc selon leur âge et les facteurs de risque, des fois on peut aller jusqu'à 2 ans de prophylaxie selon les facteurs de risque. Les cardiopathes, et puis ça c'est vraiment les indications formelles. Et puis après il y a plein d'autres enfants pour lesquels on va indiquer au cas par cas du Synagis quand ils sont sévères. Les enfants qui ont la mucoviscidose par exemple et qui sont symptomatiques dès tout petits. Alors, ce n'est pas la majorité, mais on le fait. Ceux qui ont des maladies neurologiques, tous les patients qui ont des maladies neuromusculaires, voilà. Ça, c'est des indications qui sont vraiment au cas par cas à l'appréciation du médecin, qui ne font pas partie des indications formelles de Synagis. Donc, le circuit patient en ambulatoire, le rôle du médecin en fait en soins primaires, ça va être vraiment d'évaluer la gravité. Je vous renvoie à la checklist de l'HAS qui est très bien faite et qui est donc c'est une petite fiche sur une page avec le tableau légère, modérée, grave, et puis quand est-ce que j'adresse et comment. Attention, donc tenir compte de cette phase d'aggravation initiale pour prendre des décisions sur quand est-ce que vous allez revoir ces enfants en fonction de leur terrain, de leurs facteurs de risque et de quand est-ce que la symptomatologie a commencé. Adresser aux urgences les formes graves toujours bien sûr et toutes les formes modérées quand il y a a priori un critère d'hospitalisation, une vulnérabilité particulière, que l'environnement vous plaît pas, voilà, attention à ces enfants et attention au transport. Les formes graves doivent toujours être médicalisées. Et les formes modérées, ça dépend de pourquoi les considérer comme modérées. Si c'est juste une question d'environnement, pas forcément, mais si c'est un enfant qui est un peu limite sur sa saturation, sa fréquence cardiaque, on peut aussi médicaliser le transport. Il faut bien expliquer la prise en charge, bien expliquer la DRP, faire des démonstrations,
renvoyer les patients à des supports qui sont fiables et validés, expliquer la surveillance et toutes les consignes qui doivent conduire les gens à reconsulter. Hein. L'idéal, c'est même de s'être préparé en fait des petites fiches à donner systématiquement aux patients avec tout ce qu'ils sont censés surveiller chez leur enfant. Ça rassure les parents et puis vous, au moins, vous êtes sûr qu'ils aient toutes les infos. Prévenir les complications et puis voilà, mesures éducatives, on en a parlé, la réévaluation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, j'ai tout fermé, non? Non? J'ai fait... Non? C'est dormir dans un petit transat, vous savez? Les transats bébés... Oui, ils sont attachés. Enfin, ils ont... Alors, normalement, ces dispositifs, ils ne sont pas faits pour faire dormir les bébés. C'est comme ces balancelles là, qui bercent les bébés pour la sieste. Ce pas des dispositifs qui sont pensés pour faire dormir les bébés toute la nuit, en fait, là-dedans. Donc, moi, j'aurais tendance à dire plutôt non. Que laisser le bébé dormir toute la nuit, même si effectivement, on a l'impression qu'il est un peu redressé, qu'il est attaché, qu'il est en sécurité. Bon, c'est quand même pas prévu pour, hein, c'est plutôt des dispositifs qui sont faits pour être dans le salon, avec le bébé qui fait sa petite sieste pendant qu'on fait autre chose à côté. Normalement, le sentiment, voilà. Quand même, quand ils sont sur leurs parents, sur leur mère, que l'enfant, qui sont bien, oui. Qui sont bien. Bien sûr. Donc, c'est sur les liens. Je répète juste pour les personnes qui sont en visio, on posait la question du couchage dans des transats, en fait, dans des petits hamacs pour bébés avec des harnais. Alors, il paraît qu'il faut que je parle avec le micro. Oui. Oui, je disais que manifestement, le nourrisson, quand il est dans les bras de sa mère, un peu verticalisé, il respire beaucoup mieux que quand il est allongé complètement sur le dos. Oui. Alors, et donc, je me disais que peut-être que dans des petits transats ou des sièges adaptés, attachés, tout ça, peut-être qu'il dormirait mieux que couché, allongé. Voilà. Alors effectivement, le positionnement du bébé, d'ailleurs, moi c'est ce que je leur dis, je leur recommande quand la maman est éveillée, le positionnement du bébé à plat ventre contre sa maman, un peu redressé, avec la tête bien dégagée, c'est non seulement ça permet vraiment d'être sur le ventre un peu redressé, ça draine les sécrétions respiratoires. Donc ça, effectivement, les bébés sont bien couchés comme ça. Ils toussent, ils ont des toux plus efficaces en fait, avec des sécrétions qui remontent plus facilement. Souvent ils déglutissent, hein, qui crachent pas. Mais la problématique, c'est de dormir toute la nuit dans ce type de positionnement, ça peut être un peu dangereux. Alors nous, on est dans un pays qui ne recommande pas du tout le cododo, hein, ce qui n'est pas forcément le cas. De tous les pays du monde parce que les populations sont un peu différentes aussi. C'est difficile de vous répondre parce que... Je me souviens qu'il y avait en pédiatrie, quand il y avait des enfants qui étaient vomisseurs, et ils étaient en permanence assis. Oh non, mais... Je disais que j'avais vu à l'hôpital, pour des enfants qui étaient des enfants vomisseurs vraiment importants, on les laissait quasiment en permanence assis dans leur... Non mais alors ça a peut-être changé hein, parce que je suis tellement âgé que... Voilà. Oui, non, mais après on se bat aussi avec les habitudes un peu d'équipe. Hein, oui, bah, on a notamment là en ce moment en pleine période d'épidémie, par exemple, il y a des petites affichettes hein, dans les chambres à l'hôpital comme quoi les enfants doivent être laissés dans leur berceau, dans leur harnais, pour que la surveillance infirmière soit facilitée. On est assez tous d'accord dans l'équipe médicale pour dire que c'est assez maltraitant finalement hein, pour les bébés de les priver de contact avec leurs parents et puis probablement qu'ils sont pas beaucoup mieux en fait dans leur harnais qu'eux effectivement contre leur maman redressée. Mais c'est différent si on parle de temps de sommeil, de nuit ou d'installation en journée. Voilà, je ne vois aucun problème effectivement à ce que les enfants soient positionnés quand ils sont malades sur leurs parents, maman, papa, un peu redressés, à plat ventre, avec surveillance, hein, bien sûr, la tête dégagée, voilà, ou dans une écharpe de portage, ou voilà, pourquoi pas. Mais à mon sens, on ne peut pas le recommander pour le couchage de nuit
de façon générale. C'est un peu limite, un peu dangereux, je pense, selon les situations. Bah, le cododo, alors le cododo, quand je parle de cododo dans le même lit, hein. Pas de faire dormir. Effectivement, le cododo, d'avoir son bébé dans un berceau à côté, c'est recommandé, bien sûr, hein, jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Mais en France, on ne recommande pas de dormir avec son bébé dans son lit. Ce qui n'est pas le cas de certains pays, par exemple des pays scandinaves, qui recommandent au contraire de dormir avec son bébé. Mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes populations, pas les mêmes couchages, voilà. Voilà. Alors, j'ai docteur Dubois Laurent. Faut que j'étienne celui-là. Dubois Laurence. Alors, la plupart des bébés sortent des urgences avec de la ventoline. Oui. De plus, ils sortent des urgences avec des DRP réalisés avec des seringues remplies de sérum salé en flacon pour perfusion. Oui. Alors, donc effectivement, on sait hein, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent des urgences avec de la ventoline. Alors, le service d'urgence est tendance un peu à échapper à notre contrôle en pédiatrie, malheureusement. Voilà, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'ailleurs de praticiens des urgences qui participent à ce genre de formation. On essaye hein, de faire passer les mêmes messages, de faire des petits cours aussi comme ça, de faire comprendre la physiopathe. Après, bon, vous savez comme moi que les équipes ne restent pas et que ces médecins changent tout le temps et donc voilà, il y a aussi beaucoup d'internes, donc c'est compliqué. On sait effectivement que les prescriptions qui viennent finalement de chez nous ne sont pas toujours très judicieuses. Voilà, on essaye en tout cas de faire mieux en service de pédiatrie. C'est incroyable les évolutions de la façon de faire. Hein. Oui, bien sûr. Ça a vraiment beaucoup évolué. Bien sûr, bien sûr. Et oui. C'était des bases. Hein. Oui, tout à fait. Et maintenant, les kinés à l'école ne l'apprennent même plus, en fait, le clapping. Ouais. Pourtant, un enfant très encombré, je parle pas un enfant très encombré, vraiment, il est quand même bien mieux à faire clapping. Hein. Oui, mais de façon très, très transitoire, quoi. Ça ne dure pas. Ça va être l'amélioration va durer 1 heure, 2 heures, et puis finalement, l'encombrement revient très très vite, quoi. Donc sur la durée d'évolution de la bronchiolite, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Non, mais dans d'autres pathologies. Alors oui, après il y a des techniques, il y a d'autres techniques de kiné respiratoire, de drainage bronchique que l'augmentation du flux expiratoire, mais qui sont dans d'autres indications qui n'ont rien à voir. Oui. Et après, effectivement, les kinés, hein, c'est ce que je disais, les kinés sont quand même du personnel soignant qui ont de plus en plus, qui savent utiliser un stéto, qui savent, voilà, qui souvent prennent la saturation. Oui, il y a beaucoup de kinés qui ont du matériel pour prendre la saturation au cabinet, des choses comme ça. Donc, ça peut permettre parfois, pour certaines familles qu'on sent pas trop, ou des enfants où on se dit, bon, bah, il va peut-être s'aggraver, je ne vais pas pouvoir le réévaluer de façon très rapprochée. Bon, bah, pourquoi pas à ce moment-là prescrire un peu de kiné, pas pour faire de la kiné finalement, mais pour avoir un avis d'un professionnel de santé. Bon, ça peut se discuter. Ça peut se discuter, voilà, il faut juste savoir pourquoi on le fait. Et je reparle du coup de ces histoires de seringues et de sérum Phi. Alors en fait, vous savez tous hein, que le sérum Phi en pipette, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Les petites dosettes de sérum Phi sont pas remboursées. Voilà. Donc en fait, on a fait le choix à l'hôpital, nous, de ne prescrire quasiment plus que des flacons des sérums physiologiques de 250 millilitres qui sont faits pour des perfusions. Hein, c'est du sérum on dit pour irrigation ou pour perfusion, simplement parce que c'est remboursé et que ça enlève cette charge aux familles quand on sait qu'ils vont sur une période donnée en consommer des quantités astronomiques parce que l'enfant est malade. Alors ça ne veut pas dire qu'après il faut prescrire ça tout le temps pour faire les soins du bébé classique, hein, mais nous on a fait le choix sur ces périodes-là où il y a énormément de sérum Phi qui va être utilisé pendant quelques jours, de prescrire ça aux parents pour que ce soit remboursé. Et donc, on leur donne des petites seringues pour qu'ils prélèvent. Voilà. C'est juste ça
Non, non, c'est du sérum physiologique classique. Hein. C'est du sérum phi, c'est le même sérum phi que celui qu'il y a dans les pipettes. Voilà, c'est du 0,9%, c'est pareil. Oui. Bonsoir, docteur Maïti, médecin généraliste. Faut que je coupe celui-là peut-être. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, justement, concernant les traitements. Donc, on a dit que la ventoline, finalement, était pas recommandée, sauf, je suppose, quand il s'agit du 3e épisode, et que là, on parle d'asthme du nourrisson. Dans ce cas-là, on introduit les corticostéroïdes inhalés. Alors après, du coup, en fait, après on parle plus de bronchiolite, on parle d'asthme. Et en fait, l'introduction d'un traitement de fond dans ces cas-là, ça va dépendre de l'évaluation de l'asthme. Donc après, on retombe sur les recommandations du GINA, des choses comme ça, où on n'introduit pas forcément un traitement de fond systématique sur un asthme qui est viro-induit, très intermittent, avec des exacerbations très ponctuelles. Où l'enfant fait une virose, va faire un spasme bronchique, la ventoline est très efficace et finalement il n'y a jamais ni d'hospitalisation, ni de recours aux urgences, ni de corticoïdes systémiques utilisés, voilà, pas forcément. Ça dépend vraiment de l'évaluation. Si la crise a été plus sévère, qu'il a fallu consulter aux urgences, qu'il y a eu un peu d'oxygène, voilà, là oui, en général on met un traitement de fond, mais voilà, après c'est la prise en charge de l'asthme classique. Qu'on fait chez les petits. Très bien. Hop, je voulais aussi... Je vais recouper. Demander, parce qu'on a parlé des sirops antitussifs. Bon, de toute façon, la majorité, ils sont contre-indiqués avant 36 mois. Donc, ça pose la question aussi de après 36 mois. Est-ce que c'est carrément non indiqué chez l'enfant en général? Alors, effectivement, la majorité des sirops antitussifs, ils vont être contre-indiqués chez les moins de 2 ans ou 3 ans. Les seuls alors pas tous, mais la plupart de ceux qui sont indiqués vont être des sirops qui échappent finalement à cette histoire d'indication parce que c'est de la phytothérapie ou des choses comme ça. Je vous invite plutôt à ne pas le prescrire quand même si c'est de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est quand même pas anodin, c'est pas de l'homéopathie, c'est pas donc il reste quand même une efficacité qui est réelle, en tout cas pour une partie. L'atout, ça reste de toute façon toujours il faut considérer que l'atout, c'est vraiment un mécanisme de défense des poumons. Hein. Si on tousse, avant de prescrire un traitement antitussif, il faut se demander pourquoi on tousse. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est ce petit travail étiologique. Donc quand on va parler d'enfants qui ont plus de 2-3 ans, on parle plus du tout de bronchiolite ou de choses comme ça, c'est d'autres choses. Mais avant de prescrire un traitement contre un symptôme, à mon sens, il faut toujours se demander pourquoi le symptôme et d'où ça vient. Et finalement, il y a très peu de toux qui sont chez les enfants, ce qui n'est pas le cas forcément des adultes. Mais chez les enfants, il y a quand même finalement peu de toux qui n'ont pas d'origine organique et qui sont fonctionnels. Il n'y a pas de tousseurs, les toux irritatives qu'ont les grands, les adultes. C'est des choses qu'on ne voit pas vraiment chez les petits. Et donc, les sirops antitussifs, pour moi, n'ont pas lieu d'être en fait chez les enfants, puisque ce qu'il faut traiter, c'est l'origine de la toux et pas la toux en elle-même, qui en général est plutôt là pour protéger les poumons. On voit beaucoup de prescriptions de support de coclucédal. Oui. Mais il existe, il y a marqué nourrisson. Oui. Oui. Alors le coclucédal, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un médicament qui est homéopathique. On n'est pas tellement. Alors, ce qui a été très décrié dans le coclucédal, c'est tous les excipients qu'il y avait autour à un moment. Je ne sais pas s'ils ont changé ou pas. Bon, pour moi, c'est un traitement qui n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, c'est un traitement qui s'administre en suppositoire en plus, donc je trouve que c'est pas génial comme traitement à répéter sans arrêt chez un petit nourrisson. Bon, moi, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Voilà. Après, il n'y a peut-être pas de dangerosité, si je dis pas de bêtises, c'est de l'homéopathie, le coclucédal, mais à vérifier. Mais voilà. L'efficacité homéopathique et de l'homéopathie, tous ces problèmes.
Alors moi je suis pas du tout formée à l'homéopathie, hein, donc j'en prescris pas. Après, il y a des médecins qui le font très bien, donc pourquoi pas pour certains. Voilà. Après, bon, à mon sens, ça rassure surtout les familles finalement, plus que ça traite. Voilà. Après, pourquoi pas, hein, c'est souvent, on a l'impression quand même quand on voit ces enfants qu'il y a beaucoup d'angoisse autour de ces pathologies qui sont bénignes, mais parce que on voit son petit bébé qui a un peu du mal à respirer, et puis même si le médecin dit qu'il n'y a rien d'inquiétant, c'est quand même stressant, on a peur, puis on entend parler, voilà, et puis on a entendu plein de choses, un peu, voilà, donc pourquoi pas, si ça peut rassurer les parents et qu'il n'y a pas de risque particulier. Dans les services hospitaliers. Nous, on n'utilise pas du tout d'homéopathie, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, pardon, j'ai encore 2 questions et puis je libère la parole quand même. Les parents me posent souvent la question de est-ce qu'il faut faire bébé dormir dans la clim ou pas? Est-ce que c'est un facteur aggravant ou pas? Et j'ai pas la réponse. Est-ce que vous l'avez? Alors non, j'ai pas la réponse non plus de est-ce que la clim risque d'aggraver les symptômes de bébé ou pas. Alors ce qui est certain, c'est que ça marche avec tout le monde. D'avoir froid, ça augmente la quantité de sécrétion qu'on a au niveau du nez. Voilà, on a donc tous eu ça. Quand on a froid, on a le nez qui coule. Pour autant, on n'est pas malade, on n'a pas de virus, on n'est pas voilà. Donc effectivement, d'être dans une atmosphère très fraîche, ça peut-être aggraver un peu l'encombrement. C'est la seule chose que je vois éventuellement qui pourrait jouer. Voilà. À l'inverse, de toute façon, si le bébé est fébrile, d'avoir très chaud, ça va pas l'aider. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je pense que après c'est juste de la réflexion intelligente. Enfin voilà, les pièces doivent pas être ni trop chaudes ni trop fraîches. C'est pas que le froid ou chaud, hein, ça dessèche aussi la force. Oui, bien sûr, les clims, voilà, il y a un petit. Mais après, personne, je pense, n'aurait l'idée d'aller mettre son bébé juste sous la clim en plein. Enfin, bon, voilà, j'ai pas plus de réponse que ça. Donc oui, une question de bon sens en fait finalement. Oui. Et dernière question. On voit beaucoup de vidéos circuler sur des DRP avec des bébés à la verticale. Est-ce qu'on a une idée précise là-dessus? Est-ce que c'est mieux qu'à l'horizontale? Est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce qu'en pense le scientifique? Alors effectivement, la DRP maintenant, vous avez peut-être vu effectivement plein de vidéos de choses où on fait ces DRP assis chez des bébés qui sont des grands bébés, qui sont jamais des tout petits, où on fait des DRP assis avec des seringues qui ont souvent des embouts nasaux siliconés qui permettent d'insérer la seringue dans le nez sans blesser l'enfant et d'injecter des grandes quantités de sérum physiologique avec un enfant qui va pouvoir se pencher en avant, assis, et éviter complètement le jetage postérieur qui est qu'on peut pas vraiment éviter quand on fait des DRP à la pipette au sérum avec l'enfant allongé, où on trouve que c'est inconfortable pour les bébés parce qu'ils toussent et qu'on leur envoie plein de choses dans la gorge qu'ils avalent. Ça les permet d'éviter ça. Donc c'est bien toléré, c'est très très bien toléré, ces DRP assis chez les grands, mais c'est vraiment réservé à des grands enfants. Et donc il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui comparent ça, puisque les bronchiolites finalement les plus embêtantes vont concerner des tout petits, et c'est pas adapté aux tout petits. On peut faire des DRP assis comme ça, avec l'enfant donc qui est assis contre son parent, qui le tient, et des DRP faites à la seringue avec l'enfant penché en avant. C'est extrêmement efficace, c'est beaucoup plus efficace chez les grands que de faire des DRP allongés avec des pipettes de sérum physiologique, mais ça va être réservé à des enfants qui ont un tonus en fait du dos qui est déjà avancé. Donc ça va concerner des enfants qui ont au minimum 6, 7, 8 mois, donc pas les cas les plus embêtants de bronchiolite, donc ces enfants ne sont pas dans les études, enfin il n'y a pas de comparatif de cas témoins de la DRP assis à la seringue ou allongé à la pipette, voilà. En tout cas, d'expérience, on a quand même l'impression, je ne sais pas si vous avez des enfants, voilà, on a quand même l'impression que effectivement faire la DRP assis avec des gros volumes de sérum physiologique à la seringue comme ça, c'est plus confortable pour l'enfant et plus efficace.
Est-ce qu'avec le problème du Covid et tout ça, on a mis beaucoup plus de masques et tout ça? Et est-ce qu'on a vu plus de... Enfin, ça m'énerve. Est-ce qu'on a vu moins de bronchiolite, moins d'hospitalisation, oui, tout ça? Est-ce que ça a eu une incidence? J'ai vu que vous avez parlé de tout ce qu'il y avait autour, lavage des mains, tout ça, je lui répondrai bien pour le post-truc. Mais est-ce qu'on a remarqué une grande différence? Alors, Quand je vais éteindre, donc en effet, pendant les 2 ans Covid, vraiment Covid 2020-2021, l'épidémie de bronchiolite, partout en France, elle s'est effondrée. Il y a eu... alors, surtout la première année, on a eu quasiment pas d'épidémie de bronchiolite. Le VRS n'a pas circulé la première année du Covid et très peu la deuxième. Par contre, le corollaire de ça, c'est qu'on a l'impression depuis 1 an là qu'il n'y a plus de saisonnalité dans ces viroses respi, qu'elles circulent en fait maintenant en permanence. Alors là, on est particulièrement dans un pic de VRS là actuellement, mais on a eu du VRS par exemple. Moi, je suis là depuis janvier. Il y a du VRS depuis janvier tout le temps en Martinique qui circule. Et ça, c'est probablement le revers de ces 2 années d'isolement en fait finalement, où on a beaucoup d'enfants qui, les bébés de maintenant se retrouvent avec des aînés qui n'ont pas fait de bronchiolite, de virose respiratoire quand ils étaient plus petits. Et donc, ils ont des formes plus sévères, plus graves. Ils attrapent le VRS, ils ont beaucoup moins d'anticorps, en fait. Donc, ils transmettent beaucoup plus de virus à leurs petits frères, à leurs petites sœurs. Et donc, on a des bébés qui sont plus malades et plus souvent avec des enfants qu'on hospitalise, qui sortent, qui reviennent, qui sortent, qui reviennent, et pour des virus différents. Voilà. Donc, ça, c'est probablement le revers de ces 2 années d'accalmie. Où le lavage des mains, tout ça a été particulièrement efficace. On l'a vu, mettre un masque, se laver les mains, limiter les contacts, la circulation sur tous les autres virus que le Covid a été extrêmement... ça a très très bien marché. Maintenant, c'est pas qu'on fait plus du tout attention, c'est qu'on revient à des choses qu'on faisait avant. On continue quand même à faire plus attention que ce qu'on faisait avant. On a quand même plus souvent un masque. Dans les structures d'accueil de petite enfance, il y a une vigilance accrue sur l'hygiène des mains, sur des choses comme ça, parce que ça a vraiment sensibilisé. Mais les enfants n'ont plus d'anticorps, quoi, donc ils sont plus malades. Oui, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ni ici à l'URML, ni à distance, je pense qu'on a répondu à l'ensemble de votre questions. En tous les cas, on espère. Vous n'oubliez pas de répondre au petit pré-test, post-test, oui, que je vais récupérer tout à l'heure. En tous les cas, je remercie Dr Dervaux pour son intervention. Ça nous a bien éclairé. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je remercie tous les participants, Sandrine Gabet et tout le monde. Bonne soirée à tous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, et bon courage dans le traitement de la bronchiolite, en espérant que tout va bien se passer. Merci à vous.